Bonjour à toutes et tous. Effectivement, je suis Tristan Renard, sociologue à l'hôpital psychiatrique de Toulouse, donc dans deux équipes, une sur les questions des auteurs de violences sexuelles et une autre sur les questions des radicalités violentes, qui est un service qui a ouvert il y a 7 ans. Donc, dans chacune de ces équipes, il y a des psychiatres, psychologues et sociologues. Et effectivement, quand j'avais été embauché au CRIAVS en 2011, la mission était de dépsychiatriser la question des violences sexuelles. Et effectivement, j'ai jamais rien dépsychiatrisé du tout, parce que ni psychiatrisé ni dépsychiatrisé, c'était complètement hors de mon champ d'intervention. Et effectivement, c'est les psychiatres, souvent dans les équipes, qui, je remarque quand on est appelé sur des situations, qui souvent dépsychiatrisent les situations quand ils jugent ou elles jugent que c'est nécessaire. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais présenter quelques données sociologiques sur la question des violences sexuelles, qui est une question aujourd'hui évidemment très importante, mais qui n'est pas une question nouvelle en tous les cas en France, puisque ça fait actuellement une soixantaine d'années que la question des violences sexuelles est constituée en problème public. Pour qu'une question soit constituée en problème public, ça veut dire que les institutions publiques considèrent qu'il y a un problème à résoudre ou un problème à traiter, et que des politiques sont décidées au niveau de l'État, au niveau des législations, au niveau des institutions publiques, pour résoudre un problème. Ce qui est par contre à noter, c'est que depuis 60 ans, la façon de traiter cette question des violences sexuelles, les contours, l'étendue de ce qu'on appelle les violences sexuelles, sont en constante évolution, modification, et que les formes prises par la façon dont on traite cette question-là influencent grandement les perceptions de ces violences, y compris dans le corps social. Ce qu'il en est en tous les cas, c'est que ces violences sont aujourd'hui centrales dans la façon dont on appréhende un ensemble de rapports sociaux, parce que ces violences questionnent les relations sociales, notamment les relations entre les hommes et les femmes, les relations de pouvoir au travail, les relations de pouvoir dans la famille, et que, à ce titre-là, ces violences, en fait, en étant dévoilées, en étant questionnées, en étant problématisées, vont au-delà de la simple dénonciation des violences, elles réinterrogent aussi un ensemble de façons d'agir, de façons de fonctionner ensemble, qui contribuent évidemment à poser des questions plus générales. Et puis, ce qui est important, évidemment, c'est de connaître pour agir. Et ça, je le dis tout le temps. J'ai fait une intervention l'autre jour à la préfecture, il y a 3 semaines, on a eu une espèce de grande cérémonie, je ne sais pas comment appeler ça, où il y avait la police, la justice, toutes les associations, etc. Et en fait, chacun devait préconiser un peu ce qu'il fallait faire au niveau de la délinquance en général. Et moi, c'est le premier point que je mets toujours au début, c'est connaître pour agir. Je pense qu'en France, dans la constitution des politiques pénales, souvent ces politiques sont construites autour d'enjeux très symboliques, des enjeux discursifs dans le champ public, etc. Et malheureusement, au détriment parfois des enjeux opérationnels, des enjeux de réalité sur la façon dont on agit. Or, c'est tout là le cœur du problème, c'est d'avoir des politiques, des actions qui sont fondées sur la connaissance, en tous les cas, la plus précise possible de la réalité sur laquelle on intervient, même si c'est difficile. Donc je vais faire 4 points assez courts, je passerai vite sur le premier point notamment. Peut-être la question de la définition de ce qu'on appelle les violences sexuelles et quelques repères historiques. Deuxième point, sur quelques données chiffrées sur ces violences, qu'est-ce qu'on peut en savoir et en quoi cette connaissance permet peut-être de mieux cibler notamment la question du repérage de ces violences. Un point qui sera lié à celui-ci sur les biais professionnels repérés. Et puis un 4e point sur les enjeux de la prévention, sur la compréhension des violences. Donc sur le premier point, quelques enjeux de définition. Tout d'abord, pour les sociologues, quand on considère qu'il y a un phénomène qui va être considéré comme déviant, il faut qu'il y ait 3 aspects qui soient présents. Un premier aspect qui concerne des normes, parce que pour qu'il y ait quelque chose de déviant, il faut que des normes soient transgressées, en sachant que quand on parle de normes, on parle de choses finalement très différentes, à la fois des normes formelles, explicites, écrites, c'est les normes par exemple du code pénal, et puis des normes informelles qui concernent les valeurs. D'accord ? Et donc les valeurs et les normes explicites, parfois, ne se superposent pas. Et parfois, les unes précèdent les autres. Souvent, on va des valeurs à des règles transcrites. Parfois, c'est l'inverse. Et l'inverse, l'exemple en France, c'est l'interdiction du tabac dans le lieu public. On a des lois explicites qui ont, on va dire, anticipé une évolution des valeurs, de notre tolérance à la question du tabagisme. Tout le monde est un peu interpellé quand on regarde un film, parfois les années 70, 80, où tout le monde fume, d'accord, et même des publicités avec des sportifs qui font de la pub pour des cigarettes. On n'imagine pas aujourd'hui une pub avec Kylian Mbappé en disant la cigarette des vrais bonhommes, c'est celle que fume Kylian Mbappé. Or, il y avait des pubs avec des footballeurs dans les années 80 avec ce type de slogan. Et puis ensuite, évidemment, il faut qu'il y ait des actes, et derrière les actes qui sont désignés par ces interdits,
il y a le problème de l'hétérogénéité des faits. Parce que souvent, une catégorie, elle écrase la diversité de la réalité. Quand on parle de meurtre, eh bien, il y a toute une diversité de logiques, d'actions, de violences qui peuvent être regroupées dans la catégorie de meurtre. Et quand on parle d'une seule catégorie, on a tendance à homogénéiser et à ne pas comprendre parfois les différentes dimensions ou différentes logiques qui peuvent concourir au même type d'acte. Et puis, troisième point, qui est le point sur lequel les sociologues mettent le plus souvent la focale, c'est la réaction sociale. C'est-à-dire que s'il y a des normes et des actes qui transgressent des normes, il n'y a pas de phénomène déviant s'il n'y a personne pour dire ce qui se passe là, c'est anormal au regard de telle ou telle norme. Donc ça veut dire que la réaction sociale, c'est vraiment on va dire l'opération de désignation d'un comportement comme étant un comportement anormal, interdit ou déviant, qui permet de constituer, de rendre visibles ces comportements comme étant des comportements déviants. Et donc dans cette réaction sociale, la réaction sociale officielle, ceux et celles dont c'est le métier, la police, la justice, et puis toutes celles et ceux dont c'est pas le métier, mais qui concourent, on va dire, à réagir face à certains comportements, eh bien ça va être la réaction de l'entourage, des amis, de la famille, par rapport à quelque chose qui a été vécu et en désignant ce qui a été vécu comme étant anormal. Et donc ces trois éléments s'alimentent les uns les autres, avec des évolutions parfois disharmonieuses, mais pour comprendre un phénomène dans son ampleur, les sociologues travaillent toujours sur ces trois dimensions ensemble, parce qu'on ne peut pas comprendre un phénomène criminel si on ne comprend pas l'évolution des lois, si on ne comprend pas la diversité des actes, et si on ne comprend pas la façon dont ces actes sont repérés, désignés par la société, et comment d'autres, au contraire, ne sont pas désignés. La problématique des violences sexuelles est typique de ça, d'accord ? On a tous et toutes fait l'expérience d'actes qui, rétrospectivement, nous paraissent être des violences sexuelles, quand on nous remonte les images 10 ans, 15 ans après, et on se rend compte qu'aujourd'hui, on considère que c'est des violences sexuelles, là où il y a 10 ou 15 ans, on banalisait ou on ne considérait pas que c'était un comportement déviant. Ensuite, il faut distinguer aussi ce qu'on appelle la violence sexuelle de la criminalité ou de la délinquance sexuelle. En fait, la criminalité et la délinquance sexuelle, ce sont tous les actes qui transgressent les normes pénales. Et donc, en ce sens-là, ça correspond à une restriction définitionnelle de ce qu'on appelle plus globalement la violence sexuelle. La violence sexuelle, c'est une notion politique. C'est une notion qui est travaillée par des acteurs dans le champ social, des associations, des personnes, des discours très divers, qui vont essayer de définir un ensemble de comportements, de paroles, comme étant de la violence qui relève de la violence sexuelle. Mais ensuite, toutes ces valeurs-là qui sont discutées, qui font controverse, certaines vont être retranscrites dans le code pénal pour devenir des choses qui vont constituer ce qu'on appelle la délinquance ou la criminalité sexuelle. Il est important de distinguer les deux, parce que parfois, on confond, on superpose, on a l'impression que les choses se superposent. Or, la notion de violence sexuelle, elle est beaucoup plus large que la notion de criminalité, ce qui veut aussi dire que parfois, ce qu'on appelle être de la violence, ne nécessite pas nécessairement une réponse judiciaire. Il y a aussi toute une logique parfois de repérage de comportements, de disqualification de certains comportements qu'on va appeler de la violence, qui ne relèvent pas forcément du champ judiciaire. Alors je prendrai quelques exemples tout à l'heure. Alors si on s'intéresse aux normes pénales, aux normes en tous les cas, on se rend compte que de manière très tôt, en tout cas dans l'histoire de la justice française, dans ces interdits qui concernent aujourd'hui les violences sexuelles, des interdits étaient déjà présents, notamment dans les premiers codes pénaux en 1791 et 1810. Il y a un ensemble d'articles qui concernent la question du viol, par exemple, la question des circonstances aggravantes, même si ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, autour de la question par exemple, du viol en réunion, dès le code pénal de 1791. Donc on a une codification finalement qui est pas si récente que ça au regard de l'histoire récente de ce problème public. Or les choses finalement, au cours du 19e siècle notamment, il y a des textes, il y a des actes, mais il y a peu de réaction sociale. Ça veut dire que certains acteurs alertent sur la présence de ce que nous on appelle aujourd'hui les violences sexuelles, en particulier des médecins, des magistrats, qui sont confrontés à cette réalité-là, aussi des victimes, des personnes qui vont témoigner de ça. Or, la réaction sociale est très faible à l'époque, au XIXe siècle, d'accord ? Elle est très faible parce que quand il y a plainte, elle n'est pas forcément traitée comme il faut. Il n'y a pas une attention importante des autorités publiques sur cette question-là. Et puis d'autre part, il faut avoir en tête que les victimes qui portent plainte risquent gros. Elles risquent la disqualification sociale, la honte, mais parfois elles risquent aussi l'enfermement. Aujourd'hui, il y a des travaux historiques qui commencent sur ce qu'on appelle les couvents, c'est-à-dire les endroits, les institutions religieuses où on enfermait les femmes, où on envoyait les femmes, on n'enfermait pas, on les envoyait dans des communautés religieuses. Et bien on se rend compte, rétrospectivement, sur le plan historique, qu'une partie des femmes qui étaient envoyées dans ces communautés religieuses étaient des femmes considérées comme déviantes par leur famille. Les familles ont été historiquement longtemps pourvoyeuses, on va dire, d'hospitalisation, d'enfermement. Les travaux sur les hospitalisations en psychiatrie suite à la loi de 1838 en France qui a créé les asiles, le premier asile, montrent que déjà les familles alimentaient grandement les processus d'hospitalisation.
Eh bien, dans ces femmes enfermées dans les communautés religieuses, eh bien, parmi ces femmes, il y avait des personnes qui avaient dénoncé des violences sexuelles. Voilà. Donc les travaux historiques, aujourd'hui, sont aux prémices de l'exploration de toutes ces archives, de toutes ces données-là, mais ce qui a été fait dans d'autres pays, comme notamment en Irlande, au Canada, etc., montre qu'il y a une part importante de femmes enfermées en raison de la dénonciation des faits qu'elles ont vécus. Alors la publicisation de ce qu'on appelle les violences sexuelles, c'est quelque chose finalement d'assez récent. J'ai parlé d'une 60aine d'années. Et donc quand on parle d'un problème public, il y a à peu près 4 phases dans ce problème public. Une première phase qui commence avec autour de la question des mouvements féministes dans les années 60-80, qui vont se développer suite à la période de 68, mais les mouvements féministes existaient auparavant. Et dans ces mouvements féministes, en France en tous les cas, il va y avoir une politisation de la question du viol, c'est-à-dire que le viol va devenir un symbole qui illustre le fonctionnement social, c'est-à-dire notamment la domination des hommes sur les femmes, dans le cadre conjugal, dans le cadre familial. Et donc le viol va être dénoncé à ce titre-là comme une violence structurelle. C'est le résultat d'un fonctionnement social plus général, et non pas le résultat de quelques comportements éparses. Donc dans ces mouvements féministes dans les années 60-80, ça va avoir une conséquence, et bon, déjà ça va publiciser la question du viol comme une question politique, et ensuite, suite au procès d'Aix-en-Provence, qui est un procès qui va bénéficier d'une tribune médiatique, notamment parce que Gisèle Halimi, avocate féministe, on va dire connue à l'époque sur la question notamment de l'avortement, va prendre fait et cause pour les victimes dans ce procès, et il va y avoir une forte médiatisation du procès qui va donner lieu ensuite à une commission au niveau du ministère de la Justice qui va définir le viol dans la loi de décembre 80 comme étant tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par la violence, contrainte, menace ou surprise, est un viol. Ce qui est intéressant, c'est que évidemment cette définition, alors le viol avant était interdit mais pas défini, il était défini dans la jurisprudence, c'est-à-dire par l'activité des tribunaux, et était défini autour de 2 caractéristiques. Il fallait que ce soit un coït, un homme qui pénètre une femme, et il fallait qu'il y ait des violences physiques, des traces de violences physiques. Et donc évidemment, dans cette conception-là, c'était une conception extrêmement réductrice de ce qu'était le viol. Donc, certains actes étaient pensés comme étant des viols, puis un ensemble d'autres actes que nous on considère aujourd'hui comme des viols ne l'étaient absolument pas à l'époque. Et donc cette définition est intéressante parce qu'elle s'inscrit aussi dans des évolutions qui touchent le rapport à la sexualité de manière générale, la déconjugalisation de la sexualité, la question du divorce, la question de la contraception, la question de l'avortement qui se développe aussi autour de cette période-là. Donc la question du viol, elle est intéressante parce que dans cette définition, en fait, on définit le consentement négatif. C'est-à-dire que le consentement, c'est une valeur qui commence à monter dans les nouvelles normes sexuelles, comme étant la sexualité devant être quelque chose qui épanouit les individus, la rencontre de 2 subjectivités, de gens qui font le choix on va dire, d'avoir une relation sexuelle. Et donc dans ce contrevent, ou cette ombre du consentement, on définit ce qui va être hors norme, déviant. Ça va concerner notamment la question des violences, et on voit qu'ici on définit la question du consentement en négatif, ce qui revient aujourd'hui, parce que c'est une loi finalement assez ancienne, ce qui revient aujourd'hui avec tous les débats autour de la définition plus explicite, positive du consentement dans la loi, ce qui existe dans certains codes juridiques, codes pénaux, notamment en Espagne ou au Québec. Alors suite à cette période-là, je résume très grossièrement, je ne suis pas du tout historien, mais c'est pour avoir en tête comment finalement on décale parfois les problèmes. Il y a une autre période qui va être importante, c'est la période des années 80, 90, puis après 2000. C'est qu'ensuite, la question du viol va très vite émerger la question de l'inceste. Parce que les premiers dispositifs qui vont viser à recueillir des témoignages de victimes, notamment un numéro vert qui va être mis en place dans les années 80 et financé par l'État, eh bien, ce qui va être assez surprenant pour les personnes qui vont animer ce numéro vert, c'est qu'une grande partie des témoignages sont des personnes qui ont été victimes dans un cadre familial et lorsqu'elles étaient mineures. Ce qui était quelque chose déjà de connu par des témoignages, mais on n'en mesurait pas l'ampleur. Et donc ces dispositifs vont commencer à faire émerger un ensemble de témoignages qui vont témoigner de l'ampleur de ces violences intrafamiliales. Et donc cette question de l'inceste émerge dans les années 80. Et puis parallèlement à cette question-là, c'est une question qui va se structurer autour d'une notion qui est ancienne, qui a été créée dans le champ de la psychiatrie au XIXe siècle, dans le champ de l'aliénisme, qui est la question de la pédophilie. Et la question de la pédophilie dans les années 80-90 en France, elle va se structurer autour de 3 problèmes. D'une part, la question des abus sexuels, qui est entendue ici comme l'abus dans une relation de domination et d'autorité d'un enfant ou d'un mineur dans une relation sexuelle. Ça va être la question des violences sexuelles dans l'Église, la question de l'inceste évidemment en fait partie, la question des violences sexuelles dans le champ éducatif, la question de l'exploitation sexuelle des mineurs, qui est une question aujourd'hui un peu travaillée, mais qui a toujours été un peu marginalisée là où elle apparaissait assez importante dans les années 80, qui est la question de la pédopornographie et la question du tourisme sexuel.
dans les années 80, ils avaient des congrès internationaux, notamment autour des causes humanitaires, sur cette problématique-là, qui apparaît très importante à cette époque-là, là où aujourd'hui elle est quand même assez finalement marginalisée, à la fois dans l'activité judiciaire, mais on peut en comprendre les raisons, mais aussi en termes de problématiques publiques. Et puis une troisième problématique, c'est les meurtriers, les violeurs d'enfants, ce qu'on appelle en sociologie les sex-psychopathes, c'est-à-dire autour de certains faits divers, sordides, dramatiques, où des personnes vont enlever, séquestrer des enfants qui ne sont pas des enfants de leur entourage, pour les agresser, les violer sexuellement, et ensuite les assassiner. Et donc un ensemble de faits divers dans les années 80-90 vont contribuer à façonner, dans l'espace public, cette vision de la violence sexuelle autour de cette figure du pédophile, que je mets entre guillemets, parce que c'est pas pédophile au sens médical du terme, c'est pédophile au sens médiatique du terme, tel qu'on l'employait à l'époque. Aujourd'hui, on parlerait de pédocriminel. Et donc, autour de cette figure du sex-psychopathe, il va y avoir toute une politique publique qui va se mettre en place en France, une politique publique qui va être extrêmement importante à la fin des années 90 jusqu'au début des années 2010, qui est une figure, une politique publique pénale réactive, au sens où elle réagit à des faits divers, qui va être orientée autour de cette figure du prédateur sexuel, du pédocriminel prédateur. Une des affaires emblématiques, c'est une affaire qu'il va y avoir en Belgique, l'affaire Marc Dutroux, avant le mi-temps des années 90, qui est une affaire qui va provoquer un bouleversement politique en Belgique. Il va y avoir des manifestations énormes, des remises en cause politiques très importantes. Et en fait, cette affaire elle va avoir des conséquences au niveau de la plupart des pays d'Europe de l'Ouest, notamment en France, en Angleterre, qui, suite à l'affaire Dutroux, vont mettre en place des législations publiques par rapport aux violences sexuelles, qui vont avoir pour caractéristique deux choses: une sévérité pénale accrue, des peines beaucoup plus lourdes, et ensuite une pathologisation de la question des violences sexuelles. On va construire l'idée que, autour de cette figure du prédateur sexuel, le délinquant sexuel est un délinquant pathologique qui n'est pas tout à fait comme les autres types de délinquance, ou tout comme les autres types de délinquants. Et donc il va y avoir des lois qui vont être votées en France, souvent suite à des faits divers. La loi de 98 qui met en place le suivi socio-judiciaire avec injonction de soins. La rétention de sûreté en 2008, suite à l'affaire Évrard. Et puis toute cette période-là va être marquée par un développement conséquent de ce qu'on appelle les soins pénalement ordonnés en France, injonction de soins, obligation de soins notamment. Et avec à la fois le recours aux expertises qui est pareil comme peut-être en Belgique, je ne sais pas, mais qui est exponentiel. Et ce qui me semble intéressant, c'est que Virginie Gautron, qui est une chercheuse qui travaille notamment pour le ministère de la Justice, elle parle de promotion textuelle. C'est-à-dire qu'on embolise grandement la question des obligations de soins au niveau des tribunaux, etc., sans vraiment réfléchir à l'efficacité, la réalité de ces soins-là dans un système sanitaire qui est déjà embolisé par l'ensemble de demandes présentes. Il n'y a aucune évaluation aujourd'hui de ce dispositif. Aucune évaluation de son efficacité, entre guillemets, de son impact, de sa réalité, etc. Il y a une étude qui est faite à Toulouse sur l'ensemble des obligations de soins, pour toute infraction confondue. Ça correspond quasiment à l'activité d'un secteur entier. Donc ensuite, on est sorti un peu de cette période de pathologisation et est rentré dans la période de ce qu'on appelle la période MeToo, post-MeToo, qui est une période dans laquelle on est, donc sur laquelle on a peu de recul encore, même si maintenant ça fait quasiment 7 ans que ce mouvement est présent. Donc le mouvement MeToo, c'est un mouvement social, c'est-à-dire de dénonciation de violences sexuelles, soit dénonciation anonyme, soit de dénonciation où on désigne les auteurs de ces violences. Et donc, ce qui est intéressant dans ce mouvement-là, c'est que ça a touché quasiment 180 pays au monde. Et donc, c'est un des premiers mouvements sociaux qui est aussi internationalisé, sans qu'il y ait de lien entre les pays, entre les gens des différents pays, mais c'est évidemment lié à l'outil numérique qui permet une diffusion extrêmement importante des modalités de mobilisation autour de ce mouvement-là. Et donc, ce qu'on peut remarquer dans ce mouvement MeToo, c'est qu'on a un retour à la figure des violences sexuelles comme étant une figure de proximité. Les violences sexuelles sont des violences de proximité, c'est ce que montre, et ce que remontre en tout cas ce mouvement social. D'autre part, ce que montre aussi ce mouvement-là, c'est que la question de la répression, ce qui est contesté aujourd'hui dans la répression, c'est la question de la place de la justice. La justice est souvent dénoncée comme quelque chose d'inefficace ou d'impuissante, ou selon comment on la traite, autour de cette question du traitement des violences sexuelles. Et donc ce qui se développe par rapport à ce discours-là, c'est ce qu'on peut appeler une répression infralégale, hors champ légal. Soit dans un cadre administratif, des sanctions disciplinaires, des sanctions professionnelles qui parfois ne sont pas du tout transcrites dans le champ judiciaire mais qui existent, soit dans un champ réputationnel, c'est-à-dire par le fait de dénoncer, d'attaquer la réputation des autres sans qu'il y ait d'aboutissement judiciaire parfois à la dénonciation de ces faits. Et ensuite une politique publique qui aujourd'hui est axée sur la question de la prévention primaire. Donc ce qui est important d'avoir en tête, c'est que
dans ces différentes phases, on parle des violences sexuelles, mais on n'en parle pas de la même façon, et que donc tout ça contribue, si vous voulez, à construire des politiques pénales, des politiques publiques, qui ne prennent pas forcément les mêmes orientations, parce qu'elles ne sont pas construites autour des mêmes acteurs. Est-ce que l'auteur de violence sexuelle est un acteur de proximité? Est-ce que c'est le prédateur sexuel, pédocriminel, etc. Donc tout ça a des conséquences. Connaître pour agir, et donc ça repose, ou ça suppose, en tous les cas, de remettre en question certaines présupposées, on va dire, sur la perception qu'on a de ces violences. Alors je vais donner quelques chiffres sur ce qu'on sait aujourd'hui de ces violences. Donc quand on donne des chiffres pour connaître, c'est toujours la question des sources. Et donc vous avez plusieurs types de sources. Vous avez souvent, et parfois ce qui est cité, ce sont les chiffres de la police ou de la justice, qui sont souvent des chiffres biaisés. D'accord ? C'est pas la police qui biaise les chiffres, c'est les gens qui les utilisent sans comprendre réellement la nature de ces chiffres-là. Les chiffres de la police ou de la justice, c'est les chiffres de ce qu'on appelle la criminalité enregistrée. Donc en fait, ça permet d'évaluer l'enregistrement des violences. Est-ce qu'il y a plus de plaintes? Quelles sont les plaintes traitées, etc. etc. Mais ça ne donne pas une idée du phénomène criminel ou délictuel. Et donc on parle souvent du décalage entre le phénomène et son enregistrement, et ce décalage-là, c'est ce qu'on appelle le chiffre noir. Et donc pour comprendre ce chiffre noir, on met en place des méthodologies qu'on appelle les enquêtes de victimation, qui sont des enquêtes en population générale, dans des échantillons, qui permettent ensuite de transposer le résultat sur ces échantillons à la population générale. Donc le principe, c'est d'interroger quelques milliers de personnes qui sont dans l'échantillon représentatif c'est une forme miniature de la population générale, en termes de genre, d'hommes et de femmes interrogés, de classe sociale, de milieu rural, urbain, de profession, de tout ce qu'on veut. D'accord ? Donc aujourd'hui, les données les plus solides sont les enquêtes de victimation. Et il n'y en a pas tellement en France, parce que c'est très dur et c'est très coûteux à mettre en place. Il y en a deux principales. Il y a l'enquête CSF en 2006, l'enquête sur le contexte de la sexualité en France, qui est une enquête sur la sexualité, qui avait un chapitre sur la question des violences sexuelles. Et donc ces enquêtes nous montrent la réalité d'un phénomène. D'accord ? Et donc c'est très important pour ensuite comprendre comment on peut agir en matière de prévention. Donc l'enquête CSF, 10 000 personnes interrogées, et c'est la première enquête qui montrait une telle amplitude de violences sexuelles en matière de victimation. 20% des femmes, 7% des hommes déclaraient dans cette enquête avoir déjà été confrontés à une agression à caractère sexuel au cours de leur vie. Ce qui est un taux extrêmement conséquent, c'est un caractère très massif, dont on n'avait pas idée à l'époque. 9% des femmes et 3% des hommes disent avoir subi au moins une tentative de rapport forcé. 7% des femmes et 1,5% des hommes disent avoir subi un viol au cours de leur vie. Donc caractère massif qui était jusque-là peu connu. Ce qu'on apprend aussi dans cette enquête, c'est à quelle période de la vie se déroulent ces violences. 2 tiers des violences avant la majorité. Donc ça veut dire que l'exposition, c'est d'abord le caractère de minorité qui produit un facteur d'exposition très important à ces violences. Ce sont des violences de proximité, peu d'inconnus, 83% des auteurs sont connus par les victimes, tous milieux sociaux, très important. Avant ces enquêtes, on ne le savait pas. Et d'ailleurs, les discours, même après cette enquête, restaient, on va dire, imbibés d'une vision finalement assez biaisée de ces violences-là, comme étant des violences essentiellement liées au milieu populaire, des problématiques familiales, des familles dysfonctionnelles, des familles souvent pauvres, etc. Or, c'est faux. D'accord ? On a la preuve aujourd'hui, rigoureuse en tous les cas, que ces violences touchent tous les milieux sociaux. Dans les critères, dans les aspects de proximité, vous voyez, avant 18 ans, c'est d'abord en famille, ensuite l'école, ensuite le groupe de pairs entre jeunes, et après 18 ans, univers conjugal et univers professionnel. Il y a une autre enquête qui a été faite 10 ans après, c'est l'enquête Virage, sur les violences et genre, qui est une enquête épidémiologique, scientifique, sur l'ensemble des violences qui touchent la population française. C'est une enquête, c'est un ouvrage que tout professionnel de santé, de travail social, devrait avoir, en tout cas dans le service, parce qu'en fait, il y a énormément de données très précises sur les facteurs de risque, sur les évolutions, sur ce qui peut être repéré, etc., par rapport à ces violences, sur un ensemble de personnes qui ont été interrogées. C'est quasiment 28 000 personnes qui ont été interrogées. Ce qui est important à retenir dans cette enquête, c'est que l'âge médian des faits de viol en France, c'est 9 ans pour les filles et 10 ans pour les garçons. C'est-à-dire que la moitié des viols commis en France le sont sur des personnes qui ont moins de 9 ans. C'est une donnée importante parce que pendant l'enquête CSF, on pensait que c'était avant 18 ans, c'était à l'adolescence. Donc on centrait beaucoup sur les adolescents. Alors là, ce qu'on s'aperçoit, c'est que la moitié des faits de viol en France sont sur des enfants très jeunes. Les violences sexuelles sont en grande majorité le fait d'hommes, et surtout les démarches judiciaires sont très rares, ce que montrent toutes les enquêtes. Et là, une des explications de cette rareté, c'est aussi l'âge des victimes. Elles sont exposées très jeunes, elles n'ont pas les ressources ou les moyens de recourir à l'action judiciaire. Donc ce que montraient ces enquêtes, et ce que montre l'enquête CSF, je reviens un peu là-dessus,
c'est que les violences sexuelles donc, concernent des femmes et des hommes de tous milieux sociaux. L'immense majorité des auteurs désignés sont des hommes, 99% quand c'est les femmes victimes, 94% quand ce sont des hommes victimes. Donc quand on parle d'une dimension de genre en matière de violence, on parle pas seulement du fait que les femmes sont plus exposées que les hommes, les femmes sont 3 fois plus exposées que les hommes, mais il y a quand même beaucoup d'hommes victimes de violences sexuelles, et en particulier quand ils sont enfants. Quand on parle de la dimension du genre sur les violences sexuelles, on parle surtout des auteurs. C'est important, parce que même s'il peut y avoir on va dire une minimisation par représentation sociale de la violence des femmes, et ça c'est démontré scientifiquement, sur les violences sexuelles, ça joue à la marge. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas une plus grande amplitude, dans tous les cas, ça jouerait peut-être sur quelques degrés, quelques nombres de pourcentages, mais pas sur l'économie générale de ces violences. Et puis ce qui est intéressant, c'est que les personnes qui se déclarent non hétérosexuelles se déclarent plus de faits de victimes de violences que les personnes qui se déclarent hétérosexuelles. Donc, facteur de vulnérabilité supplémentaire ou d'exposition supplémentaire repéré par ces enquêtes, la question de la non-hétérosexualité. Au début, on pensait que c'était lié purement à l'orientation sexuelle, et puis il y a d'autres enquêtes qui ont été faites, notamment au Canada, qui montrent que ce n'est pas tant l'orientation sexuelle qui est facteur d'exposition à la violence sexuelle, que l'apparence de genre. C'est-à-dire c'est le fait, dans son apparence physique, d'avoir une expression de non-conformité de genre qui expose les individus à une plus grande forme de violence. Et je vais citer quelques études dans le temps qui me reste pour vous montrer ça. Maintenant, on sait à peu près quelles sont les raisons de cette dimension-là. Et quand on parle de ça, c'est essentiellement les garçons qui ne sont pas assez virils, hein, qui sont plus exposés, notamment entre pairs, dans les violences entre pairs, à des violences sexuelles. Alors, ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a une très faible judiciarisation. Hein, à peu près entre 5 et 10% de plaintes, des victimes portent plainte. Et surtout, ce qu'on sait aussi, c'est qu'une grande partie des victimes ne parlent des violences à personne, ni à l'entourage, ni à la famille, etc. Alors je passe sur les prochains chiffres, parce qu'il ne me reste plus beaucoup de temps, mais vous avez aussi tous les chiffres développés par la Civise. Alors sur les chiffres de la Civise, il faut juste faire attention, ce n'est pas une enquête de victimation, c'est un recueil volontaire de témoignages. Et donc il y a un biais de sélection, ce n'est pas une critique contre les données de la Civise, c'est juste que c'est une méthode différente. Donc c'est-à-dire que certains aspects qui sont montrés par les victimes qui témoignent dans la Civise ne sont pas forcément représentatifs de l'ensemble des victimes qui, pour la plupart, ne témoignent pas. Alors sur les biais professionnels, je vais en venir par là. Donc une fois qu'on a tous ces éléments-là, on sait qu'il y a un nombre de biais qui parfois peuvent compliquer la perception de ces violences. D'une part parce que les professionnels ont tendance à généraliser à partir de l'expérience des publics à lesquels ils sont en interaction. C'est-à-dire, je suis psychiatre, infirmier, psychologue, travailleurs sociaux, je reçois des adolescents qui vont pas bien, qui sont suicidaires, je remarque qu'ils jouent beaucoup aux jeux vidéo, et donc je peux en conclure, ou je peux avoir le discours parfois de me dire que les jeux vidéo sont un problème pour l'ensemble des adolescents et peuvent conduire à des problématiques. C'est peut-être vrai pour les patients que j'ai reçus, mais il y a un biais de sélection parce que je ne vois pas tous les adolescents. Donc le risque, c'est pas, ce qui est critiquable, c'est pas d'analyser ces patients ou les patients qu'on reçoit, c'est de porter un discours général sur un phénomène social dont on n'a pas forcément la perception. C'est la question des paniques morales, c'est à partir d'un fait divers, d'une situation, en tirer une conclusion très générale. Et puis il y a pas mal de biais qu'on connaît, le fait que les parents se représentent souvent leurs enfants comme asexués et exposés à l'hypersexualisation des autres, ça contribue souvent à alimenter des paniques morales. Et puis sur les violences sexuelles, il y a un gros souci par rapport à ce que je viens de dire, c'est que souvent on tire des discours à partir d'échantillonnages qui sont construits dans des contextes judiciaires. On fait des analyses sur les gens condamnés. Alors, les gens condamnés représentent 1% des auteurs de violences sexuelles, avec tout le biais, le filtre qui va être fait au niveau du système judiciaire. Et notamment, un des biais qui est souvent véhiculé, c'est le cycle de l'abus. Les gens qui ont été victimes deviendraient auteurs. Or, il y a une méta-analyse qui a été faite par des chercheurs canadiens, Patrick Lussier, là récemment, qui questionne cette évidence. Parce que c'est quelque chose qu'on entend toujours. C'est quelque chose qui, pour moi, me paraît assez dangereux, hein, parce que ça peut être vrai, et dans ce cas-là, il faut l'analyser comme hypothèse et y aller sérieusement, se dire quels sont les liens qui font qu'une personne victime va reproduire des actes, quelle est la dynamique de reproduction, est-ce que c'est lié à l'éducation, ou à un vécu, à quelque chose d'inconscient, etc. Et surtout, c'est dangereux parce que si on tire la logique jusqu'au bout, ça veut dire qu'il faudrait obliger les victimes à se soigner. Et considérer par exemple que si les victimes de violences sexuelles sont plus auteurs de violences sexuelles que les autres, il faudrait s'interroger lorsqu'ils sont parents, lorsqu'ils se mettent en couple, etc., de tous les risques qu'ils représentent pour leur partenaire ou la partenaire. Or, heureusement, aujourd'hui, ce cycle de l'abus n'est pas démontré scientifiquement. Il y a beaucoup de travaux qui mettent ça en avant. Or, quand on regarde l'ensemble de travaux, on s'aperçoit que la plupart des gens qui disent ça à partir d'échantillons, de biais de perception qui sont liés à des échantillons de personnes judiciarisées, qui dans un contexte judiciaire produisent des narrations biographiques, des récits de vie,
qui parfois sont incités à tirer du côté du traumatisme infantile, du vécu infantile, pour expliquer in fine un ensemble d'actes. Voilà. Peut-être qu'on reviendra après à la discussion, mais aujourd'hui ça me semble fondamental quand on parle de violence sexuelle de faire très attention à ne pas tomber dans le cycle de l'abus. Et puis un des modèles qui remet un des aspects qui remet en question ce cycle de l'abus, hein, c'est le fait que les femmes sont 3 fois plus exposées que les hommes, et que 95 à 99% des hommes, des auteurs de violences sexuelles sont des hommes. Voilà. Donc la reproduction marcherait pour les hommes, ce qui est une hypothèse à explorer, mais pas forcément pour les femmes. Alors je passe sur les autres biais, notamment il y a des biais qui peuvent être liés à des aspects de classe sociale. Hein. Une étude qui a été faite en 2011 sur les personnes condamnées pour viol en cour d'assises en France, on a 90% de personnes issues du milieu populaire. Donc un biais de classe très important, qui ne tient pas forcément à l'idée des magistrats, à la représentation des magistrats, mais qui tient au fait que comme les violences sont essentiellement intrafamiliales, pour partie, les familles de classe populaire sont souvent suivies par des tiers pour d'autres raisons, problèmes sociaux, problèmes scolaires, etc. Ce qui fait que ces violences sont souvent plus repérées dans ces familles-là qu'elles ne le sont dans les familles de classe moyenne ou de classe supérieure. Alors je termine sur les enjeux de la prévention. La question de la prévention de la violence, c'est très important, parce qu'en fait, du coup, on se dit, mais comment finalement quels seraient les leviers pour prévenir cette violence-là? Comment on pourrait prévenir les formes de violence en amont? Quels seraient les outils pour le faire? Alors déjà, ce qui est important d'avoir en tête, c'est qu'il n'y a pas de définition scientifique de la violence. Il y a des définitions utilisées par les scientifiques de la violence, qui sont toujours des définitions provisoires, contestables, qui, quand on les met en perspective, parfois 10-15 ans après, souvent ces définitions ne résistent pas aux évolutions historiques et culturelles. Donc, quand on prend les définitions des scientifiques des années 80, qui sont des définitions qui sont décrites comme rigoureuses, par exemple, la violence psychologique n'apparaît pas du tout. Or, on voit que ces définitions sont aujourd'hui caduques. Donc il n'y a pas vraiment de définition de la violence stable, quelque chose qui serait finalement assez solide. Et donc il faut, quand on parle de violence, analyser à la fois les opérations de qualification, qu'est-ce qu'on va désigner comme de la violence, et ensuite étudier indépendamment de cette qualification les comportements et comment ces comportements évoluent. Par exemple, vous avez des enquêtes aujourd'hui sur la question des pratiques éducatives, qui montrent qu'aujourd'hui les pratiques éducatives, par la disqualification de certaines pratiques au nom de la violence, font qu'elles vont évoluer. D'accord ? Mais ce que nous on appelle violence en matière de pratique éducative, mettre une gifle à son enfant en plein métro ou dans la rue, aujourd'hui ça nous paraîtrait extrêmement violent, on serait choqué, mais il y a 15, 20, 25 ans, c'était des pratiques pour le moins usuelles en France, en tout cas, et acceptées, voire encouragées. Donc en fait, quand on est sociologue, on va toujours analyser la violence comme un jugement de la normalité. Donc ça veut dire que c'est le fait de désigner quelque chose, la réaction sociale, qui fait qu'un comportement, une parole va accéder au statut de violence. Et donc ce qui est le plus important à avoir en tête derrière ça, c'est que non seulement c'est le processus de désignation qui est important, pourquoi certains comportements sont désignés comme violents et pas d'autres, parfois c'est en fonction des propriétés sociales de l'auteur, selon sa classe sociale, selon son genre, selon son histoire, sa perception, etc. Et puis ce qui permet d'aller plus loin, c'est aussi l'interprétation de la violence. Parce que ce que dit Baker, c'est qu'il dit qu'une fois qu'une personne est désignée comme déviante, on va interpréter son comportement. Pourquoi il a fait ça? Et or, ce qu'il dit, c'est qu'on va toujours interpréter sous l'angle de l'anormalité. C'est-à-dire qu'on ne va pas seulement dire pourquoi il a fait ça, on va dire qu'est-ce qui ne va pas pour qu'il ait fait ça. Et donc, on va toujours produire de l'altérisation. Cette altérisation, elle dépend évidemment de la gravité des normes transgressées. Quelqu'un qui roule à 60 au lieu de 50, ça ne vient pas l'idée de faire une expertise psychiatrique pour dire qu'est-ce qui, dans son parcours, explique ce rapport à la transgression, etc. Ça nous paraîtrait absurde. Et si quelqu'un a commis un meurtre ou un viol, ça nous paraît plus naturel. Or, cette bizarrisme d'interprétation sous l'angle de la normalité dépend de la sévérité ou de la gravité de la norme transgressée, mais pas seulement. Et je prends toujours des exemples, et quand on intervient, je prends toujours cet exemple-là, mais si vous êtes dans un bus ou dans un métro, qu'il y a une personne assise au bout du bus, et que le métro est vide ou le bus est vide, et que vous traversez tout le bus pour vous asseoir en face ou juste à côté de la personne, on peut faire l'expérience sociale si vous voulez, il n'y a rien d'interdit là-dedans, et bien il n'empêche que ça va susciter une interprétation de votre comportement sous l'angle de la normalité, parce que vous transgressez une norme. Vous transgressez une norme d'interaction, qui est une juste distance entre les individus, une norme de non-promiscuité, etc. Donc cette altérisation, elle est souvent naturelle, ou en tout cas sociale dans les processus de déviance. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'en matière de violence sexuelle, par exemple, on remarque aussi qu'en fonction des auteurs, les motifs d'interprétation ne sont pas forcément les mêmes. Il y a une étude qui a été faite dans le contexte suisse, par Kazaï, qui montre qu'en matière de violence conjugale, quand les auteurs sont des Suisses, on interprète leur violence sous l'angle de la psychologie. Qu'est-ce qui s'est passé dans leur enfance? Quelles sont les expériences qu'ils ont vécues qui expliquent ce rapport à la violence? Et lorsque les personnes ne sont pas suisses, origine immigrée, autres, eh bien, on va interpréter sous l'angle de la culture.
Qu'est-ce qui, dans leur culture, font qu'ils ont ce rapport aux femmes qui produisent de la violence? En fait, dans l'absolu, aucune des deux interprétations n'est fausse. Le problème, c'est la réduction. On réduit à la psychologie d'un côté, on réduit à la culture de l'autre. En matière d'anormalisation dans les violences sexuelles, on connaît ça en France, toute la problématique, par exemple, des tournantes, des viols en réunion dans les années 2000, ont concerné des faits divers médiatisés dans des cités populaires françaises qui ont mobilisé des interprétations sur l'origine immigrée des parents ou des personnes qui commettaient ce type de viol en réunion, avec une interprétation sous l'angle de leur culture, etc. Alors qu'au même moment, le même type de viol était commis dans des grandes écoles sous l'angle du bizutage, etc., sans qu'il y ait une interprétation sous l'angle de la culture. On ne parle pas de leur culture catholique ou je ne sais quoi pour expliquer ces violences-là. D'accord ? Donc en fait, en France aussi, on est concerné parfois par le fait de plaquer des interprétations du comportement déviant du côté de l'altérisation de l'autre, sans s'interroger sur la dimension plus commune de ces violences-là. En matière de violences sexuelles, j'en ai parlé tout à l'heure, l'interprétation en matière de pathologie, c'est quand il y a la loi de 98 sur l'injonction de soins, quand on prend les citations des députés qui ont participé aux commissions parlementaires, il y avait un consensus droite-gauche pour dire c'est une délinquance pathologique. La violence sexuelle, c'est de la pathologie. C'est une délinquance qui n'est pas comme une délinquance comme une autre. Ce sont des délinquants différents. Et donc, il faut les soigner obligatoirement parce qu'il y a une bizarrerie chez eux. Il y a une bizarrerie qu'il faut, en tous les cas, traiter. Alors, cette bizarrerie, elle pose question pour les sociologues, d'accord ? Parce que, déjà, d'une part, il y a ce qu'on appelle le continuum de la violence, qui a été travaillé par notamment une sociologue qui s'appelle Lise Kelly en 87, pas 97, où elle parle du continuum de la violence sexuelle. C'est-à-dire qu'elle dit, quand on parle de violence, il faut éviter de s'enfermer dans des catégories. Les catégories, c'est toujours très binaire. Il y a violence ou il n'y a pas violence. En matière pénale, souvent, les catégories sont binaires parce qu'elles ne peuvent être que binaires parce que c'est la dimension opérationnelle. Il y a délit ou il n'y a pas délit. La personne, elle a commis une infraction, elle n'a pas commis d'infraction, même ensuite, si après, il y a une graduation. En matière de violence, d'un point de vue sociologique, les choses sont beaucoup plus complexes, et notamment si on s'intéresse à l'expérience des individus qui sont exposés à des formes de violence. C'est ce qu'on appelle le continuum. Donc, par exemple, Lise Kelly, elle a questionné 60 femmes sur leur expérience dans la vie sexuelle. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a construit une typologie comme ça du vécu de l'exposition à ce qu'on peut appeler la contrainte, la violence, etc., où elle dit, en fait, il y a une forme d'expérience qu'on peut appeler le rapport sexuel consenti. Ça veut dire, c'est une expérience où les personnes étaient, on va dire, consentaient au rapport sexuel, et puis tout à droite, là, à l'opposé, il y a le viol, l'expérience de viol. Et puis elle dit, entre les deux, il y a quand même une gamme d'expériences qui sont ni du viol, ni du rapport sexuel consenti. Et donc elle dit, par exemple, il y a le rapport altruiste, c'est se sentir coupable de dire non. Le rapport soumis, c'est si refuser porte plus à conséquence que l'accepter. L'autre va faire la tête, il va faire des remarques, etc., etc. Et donc ce que dit Lise Kelly, elle ne dit pas que ça c'est des agressions sexuelles, elle dit dans l'expérience des individus au cours de leur vie, il y a toute une gamme de comportements qui sont ni de la violence, ni du comportement, ni du rapport sexuel consenti, qui constituent un continuum d'actes qui méritent attention pour les sociologues ou pour les personnes qui s'intéressent à ces comportements. Donc la distinction folie, pas folie, violence, pas violence, infraction, pas infraction, en fait, elle est très vite complexifiée quand on s'interroge l'expérience des individus. Donc ça veut dire qu'en matière de violence ou de compréhension de la violence, et je terminerai là-dessus, il faut s'intéresser à ce que, en tout cas les sociologues, ce que l'on fait, c'est qu'on va s'intéresser à ce qu'on appelle la dimension conformiste de la violence. Au lieu d'aller chercher en permanence la normalité de celui qui a commis la violence, ce qui ne va pas chez lui, etc., ce qui peut se comprendre dans un cadre précis, par exemple thérapeutique ou autre, eh bien quand on l'étudie de manière générale, il faut plutôt aller chercher ce qui va chez les gens, ou ce qui fait que ces personnes qui commettent des actes violents, finalement, ne font qu'appliquer certaines normes sociales pour en transgresser d'autres. Il y a une espèce d'ambivalence de la norme. Et donc, quand on s'intéresse aux sources de la violence, on s'intéresse à deux sources ou à deux formes de dynamique. Les violences apprises, les comportements appris qui sont des comportements violents, et ensuite les situations, comment certaines situations sont porteuses en elles-mêmes de formes de violence. La violence comme apprentissage, il y a pléthore d'études, et je ne vais pas développer trop là-dessus, mais notamment les études qui concernent les enfants, qui montrent très vite que les enfants, dans les comportements qui vont être valorisés soit par les adultes, soit les enfants entre eux, vont valoriser des comportements qui sont des comportements plus tard, qui sont des comportements interprétés comme des comportements violents. Alors c'est pas une violence très grave, c'est des coups, c'est des petits coups, des insultes, des remarques, des brimades, etc. Mais que ces modalités de fonctionnement de comportement, c'est pas de la transgression, c'est la participe à la constitution du groupe garçon, en tant que garçon, pour démontrer sa virilité, démontrer sa force au sein de ce même groupe. Et cette violence va concerner les filles, mais elle va concerner aussi les garçons jugés comme non virils ou trop efféminés.
D'accord ? Je mets une étude ici, vous pouvez avoir accès, c'est en open source, mais vous avez aujourd'hui des dizaines d'enquêtes qui montrent des choses finalement qui sont assez banales aujourd'hui dans le repérage de ces comportements. On a toujours l'idée que la violence, elle est apprise jeune. Les comportements, et il y a de plus en plus cette idée-là, en tout cas dans la perception qu'on a des individus, que l'individu, il est fini à 20 ans. C'est-à-dire qu'à 20 ans, bon, ça y est, maintenant il est stabilisé, puis ensuite il va juste vieillir. Or en fait, non. C'est-à-dire que quand on étudie les comportements, soit sur le plan sexuel, sur le plan social, etc., les individus changent en permanence en fonction des contextes dans lesquels ils s'inscrivent. Et par exemple, en matière d'apprentissage de la violence, vous avez cette enquête de Roxane Dejour, qui a fait une enquête auprès d'étudiants de grandes écoles, avant-après. Donc c'est une étude longitudinale où elle les interroge sur leur pratique, et elle montre que dans certaines grandes écoles qu'elle a étudiées, les étudiants vont apprendre des comportements qui sont des comportements de violence. Elle montre notamment dans une école de commerce que ces étudiants avec une forte sociabilité autour de l'alcool, la transgression, etc., pour faire exister le groupe, comme dans les cours de récréation pour les enfants plus jeunes, eh bien ces élèves vont apprendre des pratiques coercitives, qui sont des compétences professionnelles en matière de négociation commerciale. Si tu veux avoir un contrat, il faut inviter la personne à boire, il faut mélanger le formel et l'informel, c'est une tactique commerciale, faire boire un petit peu, etc. Et donc ce qu'elle montre, c'est que certains étudiants arrivent à canaliser les choses en disant bah, ça c'est uniquement dans un univers professionnel et c'est pas en dehors, c'est une compétence que j'utilise uniquement dans ce contexte-là, tandis que d'autres étudiants vont développer ces dispositions, ces façons d'agir, de manière indifférenciée au contexte. Et ce qu'ils vont faire dans un contexte professionnel, ils vont ensuite aussi le faire dans le couple, ils vont le faire dans les relations amicales, etc. Et que donc ces étudiants, elle le montre, vont acquérir des compétences, des dispositions à agir de manière coercitive dans les relations sexuelles, de manière apprise et tardivement. Alors je termine là-dessus parce que le temps est écoulé. Donc il y a l'effet d'apprentissage, il y a aussi l'effet de situation. Les situations comme étant des situations de violence, c'est toutes les enquêtes qui ont été faites sur la Seconde Guerre mondiale, notamment cette enquête historique sur des hommes ordinaires qui montre comment des hommes ordinaires, alors c'est une hypothèse qui est toujours discutée, critiquée, mais des gens qui n'ont pas des compétences à la violence, plongés dans un contexte particulier, vont acquérir des compétences à la violence qui peuvent les mener à des actes extrêmement horribles. Christopher Breuning a étudié un bataillon de la police allemande qui va commettre des atrocités, tuer directement 40 000 personnes sur le front de l'Est, et donc il démontre de manière très précise, avec le dossier de ces personnes-là qui vont être jugées 20 ans après, comment ces personnes vont s'engager petit à petit dans des comportements violents au sein de ce bataillon. Donc dans l'effet de la situation, c'est l'idée que les gens qui ne sont pas forcément éduqués à la violence vont, par situation, acquérir certains comportements. Vous avez des enquêtes sur les écoles d'ingénieurs qui montrent que le niveau de violence dépend du niveau de mixité. Plus il y a de la mixité dans l'école, moins il y a de violence. Moins il y a de mixité, plus il y a de violence. Vous avez d'autres enquêtes qui montrent aussi cet effet de situation sur les violences sexuelles dans le sport. Ça veut dire que, vous voyez, un taux de victimation de 15%, je vais terminer là-dessus, 15% de victimation, qui est un taux à peu près normal dans un cas de victimation. Et en fait, ce qu'il montre dans cette enquête-là, c'est que plus on monte en compétitivité sportive, plus le taux de violence est élevé. Et donc, c'est une situation qui en elle-même expose l'individu à la violence. Pourquoi ? Parce que plus on est en compétitivité dans le sport, plus on est engagé dans le sport, plus notre situation dépend de cet engagement-là. Et donc, les ruptures familiales, la rupture avec les liens amicaux, la rupture scolaire aussi, qui fait qu'on dépend grandement de cette réussite dans le sport, fait que les personnes vont être en soi-même plus porteuses de vulnérabilité, d'exposition à ce type de violence. Donc l'aspect apprise de la violence, l'aspect situationnel, extrêmement important et souvent oublié dans les politiques de prévention. Voilà. Je m'arrête ici, j'ai écoulé mon temps et je vous remercie pour votre attention. Merci. Alors c'était très riche, très complet. Moi, ce que je retiens un petit peu de ce prisme sociologique, c'est que on remarque quand même qu'il y a eu une évolution entre la façon de penser les phénomènes de violence au regard un petit peu de l'évolution des sociétés. Et ce que je trouve aussi intéressant, j'avais un peu pointé dans l'introduction de cette journée, c'est cette question des normes et de l'évolution et de comment on catégorise justement une violence par rapport à une société dans laquelle on évolue, à une norme. Voilà, ça me paraît être un caractère très intéressant et au sens où on doit l'envisager tout ça et on doit s'extraire nous aussi, je pense, des fois de la société dans laquelle on vit, ou en tout cas s'en extraire pour pouvoir mieux comprendre les enjeux quand on rencontre des auteurs de violence ou des victimes de violence. Donc ça me paraît très intéressant ce que vous avez apporté de ce point de vue-là. Voilà, moi ce que je retiens aussi, c'est que quand même, je n'avais pas autant idée que autant d'auteurs de violence n'étaient pas
connus et que les plus touchés étaient des enfants de moins de 10 ans. Je trouve que c'est quand même quelque chose de très important parce que des fois on se fait une idée aussi et une perception des auteurs de violence en fonction des données qui ont été recueillies et on s'imagine peu, en tout cas moi je m'imaginais peu qu'il y avait voilà, autant d'auteurs de violence qui n'étaient pas repérés et donc c'est difficile d'agir. Voilà, je me demandais du coup en matière de prévention, si je peux enchaîner comme ça sur une question que j'avais en tête, en matière de prévention, qu'est-ce qu'on fait pour que peut-être les enfants aient plus la parole, même s'il y a quand même déjà beaucoup de choses qui se font. Hein. Je pensais au livre d'Andrea Bescon, là, quand vous parliez, alors c'est peut-être quelque chose d'assez basique, mais je trouve que ça amène quand même les enfants à prendre la parole sur ce sujet, mais visiblement, c'est pas suffisant. Voilà, est-ce qu'il y a des choses... Oui, en matière de prévention, si je peux rebondir là-dessus, ça va être ma conclusion en plus, mais c'est ce qu'on répète nous tout le temps, et je suis très redondant là-dessus, mais il faut se détacher des enjeux symboliques des politiques publiques là-dessus. Il y a des enjeux symboliques qui sont fondamentaux, qui sont importants, dénoncer les violences, légitimer la parole des victimes. Il y a des enjeux très concrets, très matériels aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on élargit l'éventail des signalements. On dit parler des violences, signaler les violences, allez-y, créons des espaces, mais qu'ensuite l'éventail du traitement de ces violences est extrêmement étroit. Ce qui est étroit, c'est l'offre de soins, c'est les moyens à la justice, à la police, c'est la question des placements ASE. Parce qu'en fait, les enfants, il y a beaucoup d'enfants qui sont victimes, mais je veux dire, la question des placements ASE aujourd'hui, c'est un peu embouteillé. Alors, je ne sais pas quel habitat en Aveyron, mais je veux dire, du coup, si on signale beaucoup de situations et qu'à la fin, on a moins de possibilités ou les mêmes possibilités pour traiter ces situations-là, qu'est-ce qu'on produit? On produit un sentiment d'impuissance chez les professionnels, qui, je pense, est réel, enfin, nous, qui revient souvent quand on est dans les équipes. Et surtout, ce qui est grave, je pense, c'est un sentiment d'injustice sur les victimes. Parce qu'on revient sur un pied où, du coup, on arrive sur une situation d'injustice parce qu'on a parlé des violences, mais on n'a pas forcément la réponse adéquate là-dessus. Donc, pour donner des pistes de travail, encore une fois, dans les réunions dans lesquelles on intervient, pour moi, il y a deux pistes, en tout cas concrètes, aujourd'hui prioritaires à travailler. C'est évidemment la question de la protection de l'enfance, l'ASE, etc. Et aussi, ce qui est un secteur qui est encore plus délabré, c'est la médecine scolaire. Parce qu'en fait, il y a un médecin pour 12 000 à peu près élèves. Moi, ça me paraît aberrant. C'est-à-dire que quel est l'endroit où aujourd'hui on peut avoir tous les enfants, a priori, dans tous les cas, à majorité? C'est l'école maternelle primaire. Parce que déjà après le primaire, il commence à y avoir des décrocheurs ou des non-accrocheurs scolaires. Mais très tôt, il faudrait avoir des moyens pour repérer, alors soit la médecine scolaire, soit des dispositifs équivalents. Mais il devrait y avoir une politique publique comme ça sur des années de formation, de reconstitution d'un champ qui aujourd'hui n'existe plus trop, pour en tout cas mener des vraies politiques de prévention. Et encore une fois, ce serait pas, ce serait ambitieux peut-être, mais je pense qu'on éviterait ensuite beaucoup d'effets à long terme de l'exposition à ces violences-là qui reviennent de toute façon après quand les gens sont plus grands. Peut-être on a un petit peu de temps pour quelques questions. Oui, moi je voulais faire un commentaire qui, je ne sais pas si c'est une question ou un commentaire, mais je pense que ça concerne beaucoup des personnes qui sont ici dans le public, c'est-à-dire en tant que soignant en psychiatrie. Moi je suis médecin psychiatre, formé dans les années 90, 85, 95. À l'époque, je ne me souviens pas avoir eu de formation concernant une pathologie qui s'apparenterait à la violence sexuelle, qui concernerait les auteurs de violences sexuelles. Vous montrez bien dans votre exposé cette partie où vous situez l'évolution des politiques, de la société et des politiques qui vont décider à un moment donné que ça devient quelque chose de pathologique, violence pathologique. D'accord, mais alors la question du malade, là, c'est quelque chose qui nous fait tous violence, je pense. On en parle régulièrement au sein de nos équipes, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des obligations de soins, mais quels soins? Pour quel malade? C'est des questions extrêmement complexes pour lesquelles on n'a pas de formation. Vous parlez des moyens, je pense qu'il y a des moyens à mettre aussi. Alors je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui pour les nouvelles générations de médecins psychiatres ou d'infirmiers, mais il me semble que là, il y a quelque chose dont je voulais parler qui concerne vraiment les soins en psychiatrie et comment est-ce qu'on va aborder ces personnes qui nous arrivent
avec une obligation en plus, donc dans la grande majorité des cas sans demande, mais pour lesquels on ne sait pas vraiment comment se situer et qu'est-ce qu'on peut apporter. Sur la formation, il y a quand même une évolution là-dessus. C'est-à-dire que même nous, les CRIAF, c'est dans la mission des CRIAF, d'ailleurs, dans chaque région dans laquelle on est implanté, on intervient auprès des internes en psychiatrie. C'est des cours qui ne sont pas organisés de manière structurelle, en fait. C'est chaque CRIAF nous des partenariats pour former, mais en tout cas, nous, on forme beaucoup de professionnels là-dessus. Et après, sur la pathologisation, je vais quand même préciser, ce qui est important à avoir en tête, c'est que la pathologisation des violences sexuelles, c'est pas forcément le fait des psychiatres, en fait. C'est vraiment le fait d'une culture souvent populaire qui associe les déviances sexuelles à de la pathologie, ou l'anormalité sexuelle à de la pathologie, dans laquelle évidemment contribuent certains médecins, et je ne dis pas ça pour les critiquer, parce que moi je travaille dans un CRIAVS, et ce qu'il faut avoir en tête, c'est par rapport à cette loi 98, c'est que en fait, la loi 98 a été portée par des médecins, des soignants qui intervenaient en milieu pénitentiaire, qui constataient l'arrivée de ces nouveaux délinquants en prison suite à la judiciarisation. Et en fait, le discours de ces médecins, c'était quand même de dire, en fait, pour à peu près 10% d'entre eux, il faudrait des soins psychiatriques. Ça vaudrait le coup de les soigner. Et ce qui a été dit par ces médecins-là, dans des rapports, là, pour Claude Ballier, notamment en France, a été interprété ou transcrit ensuite dans les pratiques législatives par 100%. Ils sont tous fous. Voilà. C'est pas tous fous. Ils sont tous responsables, ils sont pas fous, mais ils sont pathologiques. Voilà. Et donc c'est cette ambivalence-là de la pathologisation qui se fait de l'extérieur. D'ailleurs, en 2009, il y avait un projet de loi qui avait été fait par une trentaine de députés qui visait à rendre obligatoire le traitement anti-hormonal pour les délinquants sexuels. Vous savez, le traitement anti-hormonal, ce qu'on appelle vulgairement la castration chimique, c'était un mauvais terme, mais qu'un traitement anti-hormonal qui est quelques traitements qui sont mis pour quelques délinquants sexuels de manière très parcellaire. Et ces députés voulaient automatiser ce traitement, c'est-à-dire le rendre obligatoire, ce qui n'a pas été possible. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ces 30 députés, j'avais regardé la biographie de chacun, il n'y avait aucun qui, de près ou de loin, était formé à une question purement médicale. Quoi. Je veux dire, il y a des assureurs, il y a des sportifs. Voilà. Donc la pathologisation, c'est d'abord une puissance qui n'est pas forcément liée à la médecine. Juste un dernier mot, peut-être j'étais en train de me dire que ça reprend bien quand même cette question de qu'est-ce qu'un malade en fait, d'où on se place, est-ce que c'est la société qui définit un malade, est-ce que c'est la pathologie, est-ce que c'est le malade lui-même aussi, est-ce que c'est ce débordement des pulsions, à quoi il est lié, est-ce qu'il est là depuis toujours, est-ce qu'il est... voilà, je trouve que ça fait le lien aussi avec ce que le professeur disait ce matin, il me semble, et... voilà, c'est très intéressant. Merci.